Au mariage de mon frère, on m'a tendu un badge en papier. Invité à accès limité. Ma mère a soufflé. Ça veut dire pas d'assiette. Alors, j'ai traversé la salle jusqu'à la table des cadeaux. J'ai repris mon enveloppe de 7 500 € et je suis parti. Je m'appelle Thomas Martin. J'ai 34 ans, lion tatoué dans l'accent et un goût pour les choses simples. Le café du matin noir comme une page à écrire, une paire de baskets pour avaler les quais et le silence du soir qui sait tout de moi. Ce samedi-là, à l'église Saint-Jean de Villeurbanne, j'avais tout rangé au millimètre. Costume bleu nuit sorti du pressing, cravate discrète, chaussures cirées que je ne mets qu'aux grandes occasions, et, dans la poche intérieure, une enveloppe crème avec, à l'intérieur, un chèque qui pesait plus lourd que le papier. 7 500 €, des heures supplémentaires empilées comme des parpaings, un été sans vacances, des invitations déclinées, des « la prochaine fois » qu'on se promet pour plus tard. La cérémonie avait la douceur d'une carte postale. Orgue qui gonfle la lumière, ruban ivoire le long des bancs, Clara qui tremble en avançant, Romain qui sourit comme un gosse pris la main dans le bocal à bonbons. J'ai senti ma gorge se serrer quand ils ont échangé les alliances. Romain, c'est mon petit frère. Je l'ai vu tomber des vélos, rater des virages, recommencer. Je l'ai vu rater son DUT, puis le décrocher plus tard la tête haute. Je l'ai vu douter de lui, et parfois, douter de moi. Alors, en les regardant, je me suis dit que ce chèque-là, ces chiffres qui n'ont l'air de rien, c'était ma manière de lui dire « Je crois en toi, je crois en vous, et je veux que vous partiez bien. » À la sortie, on a lancé des poignées de lavande sur les mariés. Les flashs crépitaient. Papa, Gérard, bombait le torse comme s'il avait cloué lui-même chaque latte de ce bonheur. Maman, Chantal, distribuait des bises avec le geste précis de celle qui tient une cérémonie comme on tient une maison, avec fierté et contrôle. On s'est ensuite tous éparpillés vers les voitures, cap vers le domaine des Oliviers, près d'Aix-en-Provence. Je connaissais l'endroit de réputation, une bastide blonde, des alignements d'arbres, des guirlandes de lumière qui, le soir venu, racontent un été qui ne finit jamais. Je suis arrivé parmi les premiers. Un panneau calligraphié indiquait « Bienvenue, Romain et Clara ». Il y avait un comptoir d'accueil avec 2 hôtesses, des piles de badges, un plan de table affleurant sous des bougies parfumées. Devant moi, un couple d'amis de Clara a reçu 2 jolis rectangles crème, bord doré, avec leur nom et le numéro de table écrit à l'encre bleue. On aurait dit des invitations au bonheur. Ils se sont écartés avec un petit rire complice. Mon tour. La jeune femme n'a pas levé les yeux, pas par impolitesse, plutôt ce geste automatique qu'on prend quand on déroule une tâche répétée 100 fois déjà. Elle a glissé devant moi un rectangle de papier plus mince, blanc cassé, sans bord doré, sans numéro, avec une police noire bien trop épaisse. Invité à accès limité. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé ses mains, puis le badge encore, comme si les lettres allaient, par un tour de magie, se réarranger pour écrire autre chose. Mon prénom n'y figurait pas. Pas de table, pas de place. J'ai entendu derrière moi le bruit léger de la lavande qu'on secoue encore de ses cheveux, de ses gestes qui disent « Tout va bien ». Tout n'allait pas bien. Je me suis tourné vers la salle. On dressait les tables. Nappes tirées au cordeau, assiettes blanches, couverts qui miroitaient, menus imprimés sur papier épais avec des initiales entrelacées. Une table famille trônait près de la baie vitrée. J'ai cherché, par réflexe, mon nom sur les petits cartons posés comme des promesses. Rien. C'est là que maman est apparue. Elle m'a effleuré le bras, sourire trop tendu, voix trop basse. Ça veut dire pas d'assiette. Comme on dirait, ne t'en fais pas pour la pluie, alors que l'orage est déjà sur toi.
J'ai attendu le clin d'œil, la pirouette, le « je plaisante ». Rien. Elle s'est éloignée avec cette élégance qui sait fuir sans courir. Je suis resté planté avec mon badge maigre et mon enveloppe lourde. Je ne suis pas naïf. Les couacs, ça existe. Les erreurs de plan de table, les quiproquos de dernière minute, les imprévus avalés par l'organisation. Je voulais croire à ça, aux petits bugs sans malice. Alors j'ai fait ce que je fais toujours quand la colère cogne à la porte. J'ai respiré. J'ai parcouru la salle lentement. J'ai feint de consulter le plan accroché près du comptoir. 36 tables, des noms alignés, des clusters d'amis, des cousins par grappe. Mon nom nulle part. J'ai vérifié 2, 3, 4 fois comme on vérifie un billet avant de monter dans un train qui déjà siffle. Nulle part. Quelques journalistes avaient déjà été informés de la situation et attendaient à l'extérieur. Le bruit de l'arrivée des caméras et des micros me fit sourire intérieurement. Il était trop tard. Alexei ne pouvait plus fuir. Il ne pouvait plus manipuler les gens ou les événements. La vérité était là, devant lui, et elle allait le rattraper. Il n'eut d'autre choix que de fuir. Mais les conséquences de ses actes le suivraient partout. La presse, la justice, tout allait se retourner contre lui. Il perdait non seulement la maison, mais tout ce qu'il avait construit sur un mensonge. Le silence tomba une nouvelle fois dans la maison. Mais cette fois-ci, ce silence était différent. Il n'était plus porteur de secrets ou de trahison. C'était un silence de libération. Et alors que je regardais la porte se refermer derrière Alexei, je savais que ma bataille n'était pas seulement pour la maison, mais pour ce que la famille représentait vraiment. Les jours qui suivirent l'explosion de la vérité furent emplis de confusion, mais aussi de soulagée tranquillité. Alexei avait quitté la maison, laissant derrière lui des souvenirs douloureux et un poids immense. Il avait quitté, mais il ne pouvait fuir l'inévitable. Le regard de la société, les conséquences légales de ses actions, et surtout, la vérité qui, une fois exposée, ne pouvait plus être ignorée. Quant à moi, il me restait beaucoup à digérer. La trahison d'Alexei, cette part de moi que je croyais inébranlable, m'avait profondément blessé. Pourtant, au fond de moi, je savais que cette situation ne pouvait pas finir sur une note de rancœur infinie. J'avais consacré toute ma vie à l'amour de ma famille, à protéger ceux que j'aimais. Même si ma confiance avait été brisée, même si tout s'était effondré sous mes pieds, je ne pouvais pas laisser la haine me définir. Je passais les semaines suivantes dans une sorte de réflexion profonde. Je m'isolais parfois, m'assurant que j'avais bien pris la bonne décision. Il n'y avait pas de place pour la vengeance infinie. J'avais défendu mes principes, mes droits, mais tout ce qui comptait maintenant, c'était de rétablir un semblant de paix intérieure. Je ne voulais pas me perdre dans le tourbillon de la colère. Alexei, lui, semblait complètement perdu. Il était en proie à une lutte intérieure qu'il n'avait pas anticipée. À travers les médias, j'appris qu'il avait été contacté par la justice et qu'une enquête avait été ouverte. Sa réputation était en ruine. Ses proches le fuyaient. La communauté était choquée par son comportement. Mais ce n'était pas ça qui m'intéressait. Ce qui me préoccupait, c'était la manière dont il allait réagir face à sa propre culpabilité. Je savais qu'il devait affronter la réalité, mais j'étais aussi conscient qu'il était le seul à pouvoir se racheter, et pour cela, il devait changer. Quelques semaines après sa fuite, Alexei demanda une rencontre. Il voulait venir me voir, mais je n'étais pas certain de ce qu'il attendait de moi. Il m'avait fait tellement de mal, mais dans un coin de mon cœur, j'espérais qu'il pourrait se reprendre, qu'il comprendrait un jour que ce qu'il avait fait n'était pas la solution. Le jour de la rencontre arriva. Je l'attendais dans le salon, le même endroit où il m'avait dit au revoir avant de partir. Lorsqu'il entra, il avait l'air fatigué, épuisé. Ses yeux, habituellement brillants de certitude, étaient maintenant marqués de doute et de regret. « Papa, je ne sais même pas par où commencer, commença-t-il, la voix tremblante.
Je ne comprends même pas comment j'ai pu en arriver là. Je me suis perdu. Je t'ai perdu, et j'ai perdu tout ce qui comptait vraiment. Je le regardais sans parler, attendant qu'il poursuive. Il se mordit la lèvre, comme s'il voulait retenir ses émotions, mais il n'y arrivait pas. « Je suis désolé, » dit-il enfin, les yeux remplis de larmes. « Désolé pour tout, pour la trahison, pour ne pas t'avoir écouté, pour avoir cru que l'argent et la facilité étaient la solution. Tu avais raison. Tout ce que je voulais, c'était réussir. Mais je l'ai fait de la mauvaise manière. Et je t'ai laissé tomber, toi, maman, et tout ce que nous avons construit. » Ces mots, prononcés avec une sincérité désarmante, me frappèrent de plein fouet. Pendant longtemps, j'avais espéré qu'il vienne vers moi, qu'il réalise ce qu'il avait fait. Mais entendre ses excuses, les voir aussi vraies, aussi sincères, me laissait un goût amer. Je voulais croire qu'il pouvait changer. Mais ce n'était pas si simple. « Alexeï, ce que tu as fait m'a brisé, » dis-je d'une voix calme mais ferme. « Tu n'as pas seulement trahi moi, tu as trahi l'essence même de ce que notre famille représentait. Mais je sais aussi qu'on peut se relever après avoir commis des erreurs, que la rédemption existe, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce que tu as fait, c'est irréparable. Mais ce que tu choisiras de faire à partir de maintenant, cela dépend de toi. » Il baissa la tête, visiblement accablé. Il doit y avoir une erreur. Thomas Martin. Elle a consulté une feuille cartonnée derrière le comptoir, l'a tournée, l'a reposée, a souri mécaniquement. Si votre badge indique accès limité, c'est que vous n'êtes pas prévu pour le dîner. Pas prévu, alors que mon frère se marie et que mes parents sont à la table 1. Elle a relevé les yeux, gênée, comme si je lui demandais de réparer une faute qui ne venait pas d'elle. Je suis vraiment désolé, monsieur. On m'a remis ces listes ce matin. Derrière moi, 2 copines de Clara riaient, talons claquants, robe pastel en corolle. L'une a soufflé « Oh le pauvre !» d'une voix de théâtre. L'autre a levé les yeux en coin, compatissante mais pressée de retrouver le photobooth. Le monde n'était pas cruel. Il était occupé. On a annoncé les toasts. Romain a pris le micro à l'extérieur, sur la terrasse de pierre chaude. Le soleil, plus bas, jetait cette lumière jaune qui lave tout, même l'orgueil. Je me suis arrêté sous une pergola. Les invités ont formé un demi-cercle. Les serveurs passaient, élégants, avec des plateaux lourds de coupe. Je suis resté de biais, comme une photographie mal cadrée. « Merci d'être là, » a dit Romain, voix claire, sourire grand. « Merci à nos familles, à nos amis, à mes parents, sans qui... » Papa levait sa flûte, coudes écartés, fier. Maman se tamponnait le coin de l'œil. « Et à ma merveilleuse épouse, » a-t-il ajouté en embrassant Clara. Applaudissements. Quelqu'un derrière a crié « Bravo !» Moi, j'ai regardé ma main, celle qui tenait un badge sans numéro. Elle ne tremblait plus. Elle s'était calmée au même rythme que mon cœur. Je suis revenu vers la table des cadeaux. L'urne transparente avalait des enveloppes timides. Ma propre enveloppe, non scellée, j'ai toujours eu confiance, reposait à la lisière, coin un peu abîmé par mes trajets. Dedans, le chèque. Mes nuits suppléments, mes repas sautés, ma semaine d'août cédée au service. Je l'ai effleuré du pouce. Un serveur s'est approché avec un plateau. « Une coupe, monsieur ?»« Non, merci. » Boire sur une humiliation, c'est nettoyer une tache avec de l'eau sale. Je n'ai pas cherché de scène, pas de discours, pas d'effondrement, pas de drame. Cette fois-ci, ce n'était pas ma responsabilité d'être gracieux. J'ai pris l'enveloppe. Le papier a fait ce son si distinct entre plainte et délivrance. 2 témoins m'ont vu. L'un a haussé les sourcils, l'autre a voulu plaisanter. « Pas de braquage de mariage aujourd'hui. »
Je me suis tourné vers lui. C'est la mienne. Il a baissé les yeux, gêné par la netteté de ma voix. J'ai avancé de quelques pas, puis je me suis arrêté. J'ai eu cette pensée stupide qu'on a dans les moments graves. Et si quelqu'un courait, maintenant, pour me dire qu'ils se sont trompés? Et Kiki et Yessé. On ne court pas pour vous quand on a décidé de vous laisser debout. Je l'ai appris en regardant la terrasse. Papa riait à gorge déployée avec un confrère, maman orchestrant une photo, Romain absorbé dans des félicitations qui n'étaient pas pour moi. Personne ne cherchait ce qui manquait, ni ma chaise, ni ma présence. Sur le chemin du parking, les cigales avaient repris leur récital obstiné. Je me suis surpris à marcher droit, à compter mes pas, comme si un protocole secret me guidait. 1. Reprendre mon dû. 2. Ne pas hurler. 3. Ne pas expliquer à ceux qui ne posent pas de questions. Il y avait des rires, au loin, des cliquetis de verre, un brouhaha de joie parfaitement orchestré. J'étais hors champ, et l'image n'en souffrait pas. C'est ça, l'effacement. Il est silencieux, il est pratique, il est élégamment ignoré. Ma voiture m'attendait, son capot tiède. J'ai ouvert la portière, posé l'enveloppe sur le siège passager, comme on attache une ceinture à une vérité fragile. J'ai démarré. Les graviers ont crissé sous les pneus. Un bruit franc, presque jubilatoire. À la sortie du domaine, un vigile m'a salué d'un hochement de tête. Je lui ai rendu son salut. Il m'a demandé, presque machinal, « Vous reviendrez pour le dîner, monsieur ?» Je l'ai regardé droit. Non. Le mot, très petit, a fait l'effet d'un verrou qu'on referme depuis l'intérieur. Au premier rond-point, j'ai ralenti. Sur ma droite, des vignes à perte de vue. Sur ma gauche, une route qui plongeait vers la ville. Je n'ai pas pris la belle courbe des cartes postales. J'ai pris la ligne la plus courte jusqu'à l'autoroute. La radio s'est allumée toute seule, une vieille chanson que Romain et moi chantions en voiture quand on était mômes. Je l'ai coupée. Il y a des souvenirs qu'il faut apprendre à ne pas consommer à chaud. Le téléphone a vibré. Thomas ? Numéro de maman. J'ai laissé sonner. Un message est tombé dans la foulée. On peut parler ? C'est une question d'organisation, pas contre toi. J'ai souri sans joie. L'organisation a bon dos quand on veut rendre l'inhumain administrable. Papa, 2 minutes après. N'en fais pas une histoire. Reviens, on règle. La phrase s'arrêtait sur « règle ». On dirait qu'il avait été interrompu, ou bien qu'un serveur avait posé devant lui une assiette qui lui plaisait. Les mots tronqués ressemblent aux gestes qu'on ne finit jamais. On vous appelle, on vous désigne un coin, on vous oublie. Sur l'aire de repos suivante, je me suis garé. Le ciel s'ouvrait à l'horizon en plaques de cuivre. J'ai baissé la vitre. L'odeur d'essence, de thym écrasé, de poussière chaude s'est mélangée. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai sorti le chèque. Mon nom en haut, celui de Romain, sur la ligne « bénéficiaire ». J'ai songé une seconde à le barrer, à déchirer, à refaire. Non. Je l'ai remis dans l'enveloppe. Il ne s'agissait pas d'argent, il s'agissait de moi. Et je n'allais pas me déchirer pour faire joli dans leur récit. Quand je suis reparti, la nuit tombait déjà par pans légers. Les phares découpaient la route, dociles. Dans le rétro, le domaine s'était fondu dans le bleu. J'ai pensé à cette phrase que maman m'avait soufflée comme une consigne de bonne tenue. Ça veut dire « pas d'assiette ». Non, ai-je rectifié mentalement. Ça veut dire « pas de place ». Et si l'on refuse à quelqu'un sa place, qu'il la prenne ailleurs, de préférence là où sa dignité n'a pas à présenter de badge. Je n'ai pas accéléré, je n'ai pas freiné. J'ai tenu le cap jusqu'à Lyon, jusqu'à mon appartement qui sent le café froid et la page blanche. J'ai posé l'enveloppe sur la table du salon. J'ai enlevé ma veste, desserré la cravate, ouvert la fenêtre. Les bruits de la ville sont entrés comme un public fidèle
qui n'exige rien. J'ai respiré. Je savais que les messages allaient tomber, que les appels allaient s'empiler, que les justifications allaient se déguiser en excuses. Je savais aussi que le plus dur n'était pas de partir. Le plus dur serait d'entendre, sans y retourner, le récit qu'ils allaient fabriquer à ma place. Et une petite voix, très claire, a traversé ma tête. S'ils ne veulent pas de toi à table, ils n'auront pas ton pain. Je n'ai pas dormi, pas une seconde. Pas parce que la colère me brûlait, non, parce que la lucidité me tenait éveillée, froide et insistante, comme un marteau qui tape sans relâche sur une plaque de métal. L'image tournait en boucle, le badge en papier, la phrase de maman, l'enveloppe sur la table des cadeaux, puis dans ma main. Ce n'était pas un oubli, ce n'était pas un accident, c'était une décision. Le silence de mon appartement résonnait comme jamais. Chaque bruit du frigo, chaque pas dans l'immeuble, chaque voiture qui passait dehors semblait souligner ma solitude. J'ai essayé de lire, de m'occuper, mais mes yeux glissaient sur les lignes. Alors je suis resté assis, à contempler l'enveloppe posée devant moi sur la table basse. Elle avait l'air d'un objet banal, presque ridicule, mais pour moi, elle représentait un champ de bataille. À 5 heures du matin, mon téléphone a vibré pour la première fois. Un message de maman. On peut parler? Juste ça. Pas d'excuse, pas de reconnaissance du geste. Seulement cette petite phrase qui posait déjà la faute ailleurs. Si je refusais, ce serait moi le buté. À 7 heures, nouveau message. Papa, cette fois. Thomas, n'en fais pas une histoire. Il y a eu des couacs, ça arrive. Viens prendre un café, on en discute calmement. N'en fais pas une histoire. Comme si c'était moi qui écrivais un drame, et pas eux qui m'avaient effacé d'un des jours censés être les plus importants de notre famille. Romain, lui, n'a rien envoyé. Pas un mot, pas un signe. Le silence, comme si l'ombre de mon absence ne pesait pas assez pour troubler son lendemain de fête. À midi, j'ai craqué et je suis allé voir mes messages vocaux. Papa encore. Thomas, écoute, je sais que tu as mal réagi, mais on va arranger ça. Reviens, on veut parler. Romain est laissé là. Puis, un autre SMS de maman. On pensait que ça ne te dérangerait pas de rester debout. Tu t'en fiches toujours des trucs chics. Non? Je suis resté figé devant l'écran, debout, comme si j'étais un figurant, un extra payé pour sourire sur les photos, sans chaise, sans assiette, sans place. Tu t'en fiches toujours. Non, maman, ce n'était pas une question de chic, de rubans ivoire ou de verres en cristal. C'était une question de respect. Je me suis demandé pourquoi ils insistaient autant. Pourquoi, soudain, ils avaient besoin de me voir, de m'entendre. Puis j'ai compris. Ils n'avaient pas seulement perdu un frère ou un fils pour une soirée. Ils avaient perdu 7 500 €, et ça, c'était moins digeste qu'un invité en moins. Je me suis servi un café amer, presque brûlé. J'ai pris une grande inspiration. Et pour la première fois depuis des années, j'ai souri. Pas de joie, mais de lucidité. Très bien. Vous voulez parler? Alors parlez. Mais cette fois, ce sera moi qui écouterai, sans rien offrir, sans rien arranger. Parce qu'au fond, la question n'était plus « Pourquoi m'ont-ils fait ça ?» La vraie question était « Qu'attendent-ils encore de moi ?» Et j'étais prêt à les voir se tortiller pour le dire. Le lendemain, j'ai cédé à leur insistance. Pas pour arranger les choses, non. Pour observer, pour les voir se justifier, chercher des mots, inventer des excuses. J'ai pris ma voiture en fin d'après-midi et je suis allé chez mes parents, dans leur appartement du 3e arrondissement de Lyon. La façade était toujours la même, proprette, un peu austère, rideaux tirés trop droit. Mais à l'intérieur, je savais déjà que l'air serait lourd. En bas, devant l'immeuble, j'ai reconnu la voiture de Romain. Papa avait laissé la sienne en double fil, comme d'habitude,
persuadé que les règles s'appliquaient aux autres. J'ai monté l'escalier sans me presser. Chaque pas résonnait comme une marche vers une scène de théâtre. Quand maman a ouvert, son sourire avait quelque chose de forcé, d'exagéré. « Ah, Thomas, tu es venu, je suis contente. Entre, fais comme chez toi. » Comme chez moi. Chez moi, il y a une chaise pour m'asseoir, pensais-je sans le dire. Dans le salon, tout était déjà en place. Maman perchée sur le canapé, mains croisées sur les genoux, posture étudiée de celle qui se veut douce et raisonnable. Papa, dans son fauteuil, l'air solennel, prêt à jouer au médiateur. Et Romain, assis sur le bord d'une chaise, incapable de soutenir mon regard, triturant son alliance comme un enfant pris en faute. Papa a commencé, avec son ton professoral. « Thomas, la façon dont les choses se sont passées est malheureuse. Il y a eu des malentendus, des ratés. » Maman a enchaîné aussitôt, comme une chorale bien rodée. Mauvaise communication, logistique compliquée, tu sais comme c'est, les mariages. C'était un oubli, rien de plus. Romain a levé brièvement la tête. Je pensais que tu comprendrais. J'ai laissé un silence s'installer. Je les ai regardés tour à tour, sans hâte. Puis j'ai dit doucement. Je pourrais changer d'avis. Un éclair a traversé la pièce. Leurs épaules se sont détendues. Leurs visages se sont allégés. Maman a presque bondi, déjà soulagée. Oh Thomas, l'important, c'est de rester soudés. Cet argent, il ira directement à leur lune de miel. Ils comptent dessus. Papa a renchéri. Les familles traversent des passages difficiles, mais on reste ensemble. Tu comprends ça mieux que quiconque. Je les ai laissés dérouler leur discours, parler de solidarité, d'amour, d'avenir. Romain n'a pas prononcé un seul merci, pas une seule reconnaissance. Il baissait la tête, hochant vaguement, attendant que je cède. Je me suis levé lentement. J'ai besoin de temps. 3 mots seulement. Ils ont suffi à remettre une tension dans l'air. Maman a esquissé un sourire crispé. Papa a voulu me retenir d'un geste de la main. Mais je suis déjà parti vers la porte. Qu'il mijote, qu'il s'habitue à cette incertitude, qu'il découvre ce que ça fait, d'attendre un signe qui ne vient pas. Parce qu'à ce moment-là, j'avais compris une chose. Ce n'était pas moi qui manquais de place à leur table. C'était eux qui manquaient d'une vraie place dans ma vie. La mémoire est parfois une arme. La mienne m'a rappelé un détail que tout le monde semblait avoir oublié. Ma deuxième voiture. Une Clio grise, pas de luxe mais fiable, que j'avais prêtée à Romain et Clara 6 mois plus tôt, soi-disant pour les dépanner le temps de stabiliser leurs finances. Elle était toujours assurée à mon nom, immatriculée à mon adresse. Mes prélèvements couvraient chaque mois leur mobilité. Au moment de leur mariage, je n'avais rien dit. Par amour, par habitude de céder, par cette vieille manie de grand frère qui pense protéger les autres de leur propre manque. Mais maintenant, ce souvenir sonnait autrement. Pas un geste de générosité, plutôt un fil supplémentaire qu'il s'était permis de tirer sans jamais demander s'il cassait. Alors j'ai composé un numéro. Vendredi, 9 heures du matin, un dépanneur devait venir récupérer la voiture. Pas besoin de prévenir, pas besoin d'écrire. Juste faire valoir mes droits. Vendredi, 9h12. Mon téléphone a sonné. Maman, la voix paniquée, essoufflée. « Thomas, on nous remorque la voiture. C'est toi. Pourquoi tu fais ça ?» Je me suis calé contre le dossier de ma chaise. Je change d'assurance. La voiture doit être rapatriée. Ce n'était pas un mensonge. L'assurance était bel et bien à mon nom. Elle a tenté de raccrocher ça au mariage, à ma réaction, à une rancune trop vive. « Tu ne peux pas nous faire ça, pas après ce qui s'est passé samedi. » Justement, ai-je coupé. Ce n'est pas un épisode isolé. C'est un schéma qui se répète. Silence, puis un souffle court. J'ai entendu son murmure à papa.
Il devient dur. Avant qu'elle ne raccroche brusquement. Le soir même, premier message direct de Romain depuis la cérémonie. Pas de formule, pas de détour. On peut parler juste nous deux. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai laissé goûter au vide que moi, j'avais avalé samedi. Ce silence qui fait grincer les dents, qui met en doute la solidité des liens. 6 heures plus tard seulement, j'ai écrit. Bientôt, et rien de plus. Je savais qu'il avait l'habitude de m'avoir toujours disponible, toujours réactif, toujours prêt à arranger. Eh bien non, qu'il attende, qu'il frappe à une porte qui ne s'ouvre plus d'un simple toc-toc. Car quand on ferme une porte, on découvre enfin qui frappe encore et qui s'éloigne sans un mot. 3 jours plus tard, j'ai décidé de passer à l'improviste chez mes parents. Pas de rendez-vous, pas d'annonce. J'ai sonné, et quand papa a ouvert, il a coupé le son de la télévision d'un geste sec, comme un élève surpris à bavarder. Maman est apparue dans le couloir, sourire tiré, prête à jouer la carte de la cordialité. Sur la table basse, 3 tasses de café refroidissaient déjà, abandonnées comme des négociations qui n'avaient pas tenu. « Ah, Thomas, dit-elle d'un ton faussement léger, on parlait justement de toi. Sans doute, répondis-je. Je me suis assis, sans enlever ma veste. Le silence avait quelque chose d'épais. Papa a pris la parole, voix basse, cherchant à poser le cadre. Écoute, pour la lune de miel, ils n'ont encore rien réservé. Ils hésitent, attendent de voir. Je les regardai droit dans les yeux. Vous avez réservé ? Maman a baissé le menton. Non, pas encore. On réfléchit à des options plus locales, tu comprends. Je me suis penché légèrement, main jointe. Alors voilà, je pourrais aider, mais en prêt, avec conditions claires, mensualité et un petit intérêt. Rien de fou, mais un cadre écrit. Le choc a traversé la pièce comme un courant d'air glacé. Maman a écarquillé les yeux. Un prêt ? Mais c'était un cadeau, non ? Ça allait l'être, ai-je coupé. Jusqu'au badge, accès limité. Un silence lourd s'est abattu. Papa a ouvert la bouche, l'a refermée. Maman, elle, a tenté un sourire d'apaisement. Tu ne peux pas réduire ça à une histoire d'argent, Thomas. On est une famille. Justement, une famille, ça se respecte. Et le respect a ses conditions. J'ai sorti mon téléphone, posé l'écran allumé sur la table. Vous fermez le groupe familial, plus un seul message de Tati sur une pool party, plus une photo de cousin en vacances, tant que je ne suis pas considéré comme de la famille à part entière. Ils m'ont regardé comme si j'avais craché un blasphème. Moi, je me suis levé calmement. Ou alors, emprunté ailleurs. J'ai remis ma veste, pris mes clés. En me dirigeant vers la porte, j'ai ajouté sans me retourner. Respect ou rien. Et j'ai laissé derrière moi 2 silhouettes assises, frappées par une idée qu'ils n'avaient jamais envisagée. Que leur fils pouvait poser des conditions et qu'il n'était plus prêt à jouer le rôle du sauveur docile. À peine la porte refermée, j'ai entendu des pas précipités dans l'escalier. Romain. Il avait dû guetter derrière la fenêtre, incapable de rester assis pendant que ses parents s'enlisaient. Il m'a rejoint sur le trottoir, les joues rouges, l'allure d'un homme qui cherche ses mots plus vite qu'il ne les pense. « Attends, Thomas, s'il te plaît. » Je me suis figé. Pas par tendresse, mais par curiosité. Qu'allait-il oser dire, lui qui, le soir du mariage, m'avait vu debout, badge en main, sans lever un doigt pour rectifier. « Tu as fait passer le message », a-t-il commencé, la voix brisée. Je sais qu'ils ont tout gâché. Moi aussi. Je l'ai fixé droit dans les yeux. Moi aussi. Hier, quand tu m'as croisé sans place, tu as détourné la tête. Quand j'ai repris l'enveloppe, tu n'as pas bougé. Tu n'as rien dit. Ses épaules se sont affaissées. Ses doigts jouaient nerveusement avec son alliance. J'étais dépassé. Je voulais éviter un scandale. Un scandale, ai-je soufflé.
Ou la vérité sur qui compte vraiment pour toi? Il a ouvert la bouche, l'a refermée, incapable de répondre. Je l'ai laissé se noyer dans son silence. Puis j'ai lâché, net. J'ai mérité ce cadeau. Chaque euro, chaque heure passée à travailler alors que vous étiez à rêver de lune de miel. Romain a baissé les yeux. Ses lèvres tremblaient, mais aucun mot ne sortait. Peut-être savait-il que ce que j'attendais, ce n'était pas une justification. C'était un vrai pardon, clair, assumé, pas une esquive. Le soir même, alors que je m'étais résigné au silence, un SMS inattendu est arrivé, de Clara. Je ne sais pas tout, mais je suis vraiment désolé. Tu ne méritais pas ça. Je suis resté longtemps à regarder ces mots simples, lumineux dans la nuit. Pas de mise en scène, pas de justification, juste une vérité nue. Pour la première fois depuis des jours, quelque chose en moi s'est détendu. Au moins, il restait une boussole morale dans ce chaos, et elle n'était même pas du sang de ma famille. Parfois, la vérité vient de celle qui n'a rien à gagner. Une semaine entière s'est écoulée dans un silence tendu. Pas de message, pas de visite, juste cette atmosphère lourde qui s'installe quand on attend l'autre craquer. Moi, je ne craquais pas. J'allais travailler, je rentrais, je mangeais seul, et chaque geste ordinaire me paraissait presque libérateur. Mais au fond, je savais qu'il restait une pièce manquante dans ce puzzle. La preuve, était-ce vraiment une erreur logistique, comme il disait, ou bien un choix froid, prémédité? La réponse est venue un mercredi soir, sous la forme d'un appel inconnu. J'ai hésité à décrocher. Par habitude, je laisse souvent sonner. Mais une intuition m'a poussé à répondre. Thomas, c'est Camille. La voix tremblait légèrement. J'ai mis quelques secondes à faire le lien. Camille Roche, la cousine de Clara. On s'était croisés 2 fois. Une fille discrète, cheveux relevés, regard qui observe plus qu'il ne parle. Elle avait aidé à organiser le mariage. Je ne veux pas m'en mêler, a-t-elle repris, mais il faut que tu saches. Sur la liste originale, tu étais bien marqué comme famille. Table 1, juste à côté de tes parents et de Romain. Je suis resté muet. 3 jours avant la cérémonie, ta mère a envoyé une liste révisée. Ton nom était le seul déplacé. Invité à accès limité. Romain a validé le changement. J'ai senti ma gorge se serrer, mais pas de surprise, non. De la confirmation. Voilà. Ce n'était ni le hasard, ni la logistique, ni une étourderie. C'était un geste volontaire, précis, pensé. Il m'avait exclu en toute conscience, tout en espérant que l'enveloppe reste sur la table. « Je suis désolé, Thomas », a murmuré Camille. Je ne pouvais plus garder ça pour moi. Je l'ai remercié. Sa voix sincère contrastait violemment avec les phrases vides de mes parents. J'ai raccroché, je me suis assis sur le rebord de ma fenêtre ouverte. Le bruit de la ville montait, les klaxons, les scooters. Mais dans ma tête, il n'y avait qu'un silence net, celui de la trahison confirmée. On peut pardonner une erreur, mais on ne pardonne pas la préméditation. Après l'appel de Camille, tout s'est aligné comme un puzzle dont on retrouve enfin la pièce centrale. Les souvenirs ont afflué, mais cette fois avec une autre lumière. Tous ces petits signes que j'avais ignorés, les regards détournés, les phrases ambiguës, les pressions déguisées en attention. Rien n'était accidentel. Ils avaient choisi de m'effacer, choisi de prendre sans donner, choisi de garder mon chèque mais pas ma chaise. Je me suis replongé dans les anciens messages. Tu pourrais avancer un peu, on te rembourse vite. Tu comprends, Romain est stressé. Ça nous aiderait tellement. Toujours ce ton sucré qui masquait une main tendue, mais jamais une main tendue vers moi. Relire ça, c'était comme voir une photo développée avec le bon produit. Soudain,
tout devenait clair. Alors, j'ai pris mon téléphone. Un message simple à maman. Vous reportez toujours la lune de miel. Réponse, rapide, presque impatiente. Oui, on espère encore pouvoir la faire. Je me suis relu avant d'envoyer. Si je fais quelque chose, ce sera contrat signé, intérêt et toute discussion d'argent par écrit. Le silence qui a suivi était presque doux. Pas de protestations immédiates. Pas de « mais enfin, Thomas », juste le vide. Ce vide qui dit que, cette fois, ils ne savent plus comment maquiller. Quelques heures plus tard, papa a fini par écrire. « Tu es sérieux ?» Le lendemain, nous nous sommes vus. Dans un café du 6e arrondissement, pas loin du parc de la Tête d'Or. Papa est arrivé avec une feuille imprimée, une liste de alternatives bancaires. Ses gestes étaient nerveux, moins assurés que d'habitude. Romain, lui, n'était pas venu. Était-ce de la honte ou de la lâcheté? Je n'ai pas cherché à savoir. J'ai pris la feuille, je l'ai pliée, je l'ai glissée dans ma poche. Puis j'ai dit calmement, « Ma décision est prise. Ce sera sans moi. Emprunter, gagner, gérer. Mais ne me redemandez plus rien. » Papa a baissé les yeux, la mâchoire serrée. Son visage s'est vidé, comme si on lui avait retiré un décor. Dans ce café trop lumineux, j'ai vu un homme réaliser que son fils n'était plus son filet de sécurité. Je suis sorti avant qu'il n'essaie de parler. Le vent d'avril était sec, presque tranchant. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que mon souffle suivait son rythme. Parce que l'estime de soi coûte bien plus que 7 500 €. Mais elle rapporte à vie. Les jours suivants, plus un seul appel, plus de messages pressants, plus d'excuses maladroites. Le groupe familial, habituellement saturé de photos inutiles et de blagues de tonton, est devenu muet. C'était presque reposant, comme un poste de radio qu'on éteint après des années de grésillement. Un matin, pourtant, j'ai remarqué un virement sur mon compte. 40 €, envoyé depuis le compte de papa. Sans motif, sans un mot. Juste un chiffre sec, comme une tentative bancale de rouvrir un dialogue. Était-ce une provocation, une ironie, ou simplement une maladresse, encore une, déguisée en geste? J'ai rejeté le transfert le jour même. J'avais pris ma décision. Pas de demi-mesure, pas de portes entr'ouvertes. Clara, elle, a fini par m'écrire directement. Son message était bref, mais chaque mot sonnait juste. Ils m'ont dit que tu as tout annulé. Je pense que tu as eu raison. J'ai relu plusieurs fois avant de répondre. Tu es la seule à comprendre, ai-je écrit. Le soir de mon anniversaire est tombé peu après. Pas de repas de famille, pas de bougies entourées de chants forcés. Je me suis offert un dîner seul sur ma terrasse, à Lyon. Un plat à emporter, une bière fraîche, le ciel clair au-dessus de moi. Et, devant moi, rien d'autre qu'une enveloppe close, posée comme un rappel. Pas de badge en papier, pas d'invitation à accès limité. Juste ma table, mon assiette, mon nom. Et, pour la première fois depuis longtemps, rien ne manquait. Parce que quitter une pièce, ce n'est pas fuir. C'est se choisir. Les semaines ont passé, lentes et silencieuses. Le groupe familial, autrefois bruyant comme une volière, s'est éteint de lui-même. Plus de photos de vacances, plus de blagues recyclées, plus de bons dimanches jetés à la cantonade. Même les mails groupés qui circulaient pour organiser les anniversaires ont cessé. Ce silence n'était pas une paix retrouvée. C'était une punition tacite, une manière de dire « Tu nous as retiré ton argent, nous te retirons notre présence ». Au début, j'ai ressenti ce vide comme une coupure d'air. J'attendais presque le petit signal sonore, ce rappel que j'existais encore dans leur conversation. Puis j'ai compris. Ce n'étaient pas eux que je regrettais. C'était l'idée que je m'étais faite d'eux. Une famille unie, solide, soudée. Un récit que j'avais inventé,
entretenu comme un feu qu'on croit protégé, alors qu'il n'y a plus que des cendres. Alors j'ai commencé à ranger. Mon appartement, mes papiers, mes souvenirs. J'ai rempli des sacs, trié des photos, jeté des factures accumulées. Chaque geste était une manière de me délester. Au travail, je me suis plongé dans les projets laissés en suspens, ces dossiers qui attendaient une énergie nouvelle. J'ai recommencé à dormir, d'abord par petites tranches, puis par vraies nuits. Je me suis surpris à faire des projets pour moi seul. Biarritz au printemps, Annecy en été, marcher au bord du lac, sentir l'air des montagnes, respirer ailleurs. Je n'avais plus besoin d'attendre un appel de Romain, un texto de maman, un signe de papa. Le monde continuait, et j'y avais une place, la mienne. Un soir, sur ma terrasse, j'ai observé le ciel se teinter d'orange et de violet. Et j'ai compris que certains liens ne se défont pas. Ils se révèlent pour ce qu'ils sont. Des fils fragiles, jolis de loin, mais incapables de soutenir le poids d'un vrai attachement. J'ai levé mon verre à cette vérité. Ce n'était pas un deuil de personne. C'était le deuil d'une illusion. Un mois plus tard, un dernier message est arrivé. Pas de Romain, pas de mes parents, de Camille, la cousine discrète, celle qui avait eu le courage de m'appeler. Je ne voulais pas semer la zizagne, Thomas. Mais ce qu'ils ont fait n'était pas correct. Tu méritais de le savoir. Je lui ai répondu simplement. Tu n'as rien détruit. Tu n'as fait qu'éclairer ce qui existait déjà. Et c'était vrai. Elle n'avait pas brisé une famille. Elle avait mis de la lumière sur un mensonge. Le reste, ce n'était pas de sa faute, mais du leur. Depuis ce soir-là, au domaine des Oliviers, tout avait changé. On voulait mon enveloppe, mais pas ma présence. On voulait ma générosité, pas mon nom. Alors j'ai choisi de reprendre ce qui m'appartenait. Pas seulement un chèque, mais ma dignité. Si un jour Romain frappe à ma porte avec de vraies excuses, pas des phrases creuses, pas des contorsions pour sauver la face, je verrai. Mais en attendant, mon oui, je le garde pour ceux qui me donnent une chaise, une assiette, une place à leur table. Parce qu'au fond, la famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de respect. Et ce soir-là, entre les rubans ivoire et les toasts au champagne, j'ai perdu un frère, mais j'ai gagné la certitude que je ne trahirai plus jamais ma propre valeur. La vie continue. Et moi aussi.